Eh bien, bonjour à tous, bienvenue donc pour notre nouveau webinaire, hein. Il est 11 heures tout pile, donc ce sera l'occasion effectivement de démarrer notre nouveau rendez-vous. Je réalise en même temps l'invitation pour que notre intervenant puisse venir nous rejoindre. Ça va bien sûr prendre quelques instants de latence, mais ça ne devrait pas être très long. En attendant, donc, je vais me permettre d'introduire cette thématique. Bonjour Mehdi. Bonjour à tous. Voilà, donc bienvenue donc à tous encore une fois pour ce webinaire qui est organisé par le réseau des Greta, donc centre de formation pour les entreprises et pour les adultes, notamment, pas que, mais notamment dans le domaine numérique, hein, le domaine qui nous intéresse pour notre webinaire. Nous sommes avec toi, Mehdi, sur ce second webinaire consacré donc à la sécurité numérique au sein des entreprises. J'invite bien sûr l'ensemble des personnes qui nous écoutent à, si vous n'aviez pas eu l'occasion d'être avec nous le 1er avril dernier, à visionner le premier webinaire donc, qui a été enregistré et qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Et donc, j'ai rapidement faire un résumé de ta première intervention, Mehdi. Donc, nous avions eu l'occasion, notamment, enfin, tu avais eu surtout l'occasion de nous présenter un certain nombre de concepts quand même fondamentaux par rapport à tout ce qui tourne autour de la sécurité numérique. Tu avais représenté notamment d'abord ce qu'était un système d'information. Tu avais également présenté les notions de vulnérabilité et de menace. Et puis ensuite, tu avais présenté effectivement, malheureusement, j'aurais tendance à dire, un certain nombre d'exemples très concrets, hein, très d'actualité sur des attaques qui ont été réalisées dans beaucoup d'entreprises sur le territoire français, et pas des moindres, hein, quand même, des entreprises qui ont normalement effectivement un certain nombre d'outils pour pouvoir parer à ce genre d'imprévu. Voilà, donc aujourd'hui, on va aller encore un petit peu plus loin avec toi. On va surtout essayer d'être très concret, très pratique, en exposant un certain nombre d'outils ou de bonnes pratiques justement pour éviter d'exposer le flanc à un certain nombre de situations qui pourraient rendre la vie compliquée au niveau des entreprises. J'en profite aussi pour dire que la dernière fois, nous avions déjà présenté un certain nombre de points très concrets, notamment la notion de sauvegarde des données fréquentes, comment est-ce qu'elles s'organisent, comment est-ce qu'elles doivent effectivement se mettre en place et qu'est-ce qu'elles permettent effectivement à quoi elles permettent de parer comme difficulté. L'utilisation également des pare-feux et des antivirus, bien entendu, qui sont nos principaux alliés, si je puis dire, par rapport à la lutte contre les personnes qui sont malveillantes, et la limitation des droits d'auteur. Voilà. Alors, je vais en profiter pour faire donc le partage d'écran et pouvoir mettre ton support, et je vais te présenter ou te représenter, et ça sera comme ça l'occasion effectivement de que tu puisses démarrer en fait ton intervention. Alors, normalement, vous devez voir mon écran. Mehdi, si tu peux me confirmer. Pas encore, mais ça nous serait tardé. Mehdi, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. D'accord. Alors, bon, très bien. Alors, donc, Mehdi, tu es directeur général de la société Tescope, hein. Tu travailles à la fois sur le territoire national et également en Allemagne, donc tu rayonnes un peu partout sur le territoire européen. Tu es d'ailleurs membre du Centre de cybercriminalité européen qui donc travaille qui, on va dire, le bras armé en matière de sécurité numérique d'Europol. Tu as également eu une expérience importante dans des entreprises, notamment d'équipement automobile pour tout ce qui est système embarqué. Tu es docteur en cyberdéfense et tu possèdes également un certain nombre de certifications que vous pouvez voir effectivement à l'écran. Voilà, donc Mehdi, je te laisse la main pour pouvoir effectivement représenter l'ensemble des bonnes pratiques, hein, qui nous restent et Oui. qui permettra à chaque personne qui nous écoute de pouvoir déjà mettre en place un certain nombre de choses qui, je l'espère et nous espérons tous, pourra éviter des déconvenues numériques. Ok, très bien. Alors, merci beaucoup, Jamie. Merci beaucoup pour l'audience. Est-ce que, Jamie, tu m'entends bien? Oui, très bien. Ok, très bien. Bon, très bien. Alors, effectivement, donc cette session, c'est la deuxième. Donc, la première session, nous avons eu l'occasion de parler des trois premières pratiques, on va dire,
qui concerne en gros, donc là j'ai mis exprès deux couleurs. Donc on a les trois pratiques qui concernent plus le poste de travail. Et aujourd'hui, donc nous allons parcourir donc, du 4 jusqu'au 10e pratique pour aller voir un peu plus les choses, on va dire, plus orientées utilisateur que poste de travail. Voilà, donc ça, on a déjà vu, mais je crois Jimmy a déjà résumé. Puisqu'on a un temps limité, donc on ne va pas trop rester dans les détails des trois premières pratiques, mais par contre, voilà, on va commencer par la pratique 4. Donc, deux petites choses avant de commencer. Euh, nous adorons les questions. Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Le chat, il est là. Nous serons réactifs. À la fois Jimmy et aussi le personnel, il est là pour accueillir toutes vos questions. Et voilà. Donc, on commence par la pratique 4 qui concerne la charte informatique. Donc, voilà. C'est en gros, c'est en général en entreprise, lors de la signature de contrat, on a tous normalement eu accès à ce qu'on appelle le règlement intérieur de l'entreprise. Et il y a souvent ou bien un petit paragraphe ou bien un annexe complet qui concerne la charte informatique. Et ben, c'est quoi cette charte? Tout simplement, elle va réglementer l'usage du SI. Donc, SI, c'est quoi? C'est un système d'information. Donc, ça va en gros définir un cadre sur lequel un salarié il va se sentir à l'aise avec c'est quoi un usage professionnel et c'est quoi un usage privé de son système d'information, ses outils de travail, que ce soit ordinateur portable, que ce soit tablette, que ce soit et j'en passe. Ça va aussi, qui dit des règles, va aussi parler de sanctions. Donc, ça va par exemple définir, dans le cas de non-respect de règlement, qu'est-ce que cela impliquerait. Mais aussi, très important, depuis qu'on entend parler de plus en plus de RGPD, aujourd'hui, c'est une obligation. Donc, c'est obligé, donc chaque employeur, il est obligé par la loi de dire de demander le consentement de ses salariés et leur dire, par exemple, qu'il est en train de superviser le comportement sur le web. Par exemple, un employeur doit dire que régulièrement, il va monitorer ou bien il va superviser l'activité web des salariés. Voilà, donc du coup, on va passer donc, au slide suivant, donc, qui concerne la pratique 5. Donc là, on parle de quoi? On parle de la protection des ordinateurs portables, ou bien aujourd'hui, en tout cas avec la crise du Covid, nous avons eu accès à ce qu'on appelle le mode de travail nomade. Je pense que nous l'avons tous plus ou moins pratiqué. Donc aujourd'hui, on est un peu notre bureau, il se trouve un peu partout, que ce soit chez nous, que ce soit en entreprise, que ce soit je ne sais pas quoi. Donc, et c'est important de savoir que le vol existe, les pertes existent, on peut être prudent, mais ça peut arriver. En fait, puisqu'on a un appareil mobile, il faut savoir qu'on peut être sujet à un vol, une perte d'informations ou bien d'appareil. Alors, du coup, en fait, Jimmy, il y a juste quelque chose là, enfin, que je vois sur l'écran. Si tu peux juste donc masquer, tu peux cliquer sur masquer. Voilà, donc là, voilà, masquer. Arrête le partage. Non, tu arrêtes le partage. Il fallait juste. Un instant. Hein. Oui, pas de souci. Mehdi, tu es encore avec nous? Pas de souci? Oui, je suis toujours là, donc ouais, donc il faut juste partager, puis. Ah, pardon. Hop, je refais mon partage. Ok, pas de problème.
C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Donc, on va juste le mettre en plein écran et masquer. Plein écran. Parfait. Donc, on va revenir au slide d'avant. Parfait, merci beaucoup. Donc, juste aux pratiques 4. Donc, juste revenir en arrière. Oui, attends, il y a toujours un petit temps de latence. Oui, il n'y a pas de problème, pas de souci. Voilà. Ok. Alors, donc du coup, pour être serein et par rapport justement donc au vol ou bien à un éventuel vol ou bien perte d'appareil, c'est important de envisager donc un chiffrement de nos appareils mobiles. Donc normalement aujourd'hui, les appareils mobiles, ils sont tous équipés de moyens de chiffrement déjà intrinsèques, mais il y a pas mal d'outils intéressants qui justement permettent de faire le chiffrement. Donc, on va passer au slide suivant. Et donc là, donc justement, donc la protection, elle est basée donc sur deux axes très importants. Il faut tout le temps tomber amoureux, j'ai envie de dire, de chiffrement, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, en tout cas moi, j'incite mon entourage et même dans le monde personnel de tout le temps essayer de privilégier le chiffrement, que ce soit sur notre comportement sur le web, que ce soit sur nos données. Donc, il faut avoir, aujourd'hui en plus, c'est accessible, on va tout le temps essayer de chiffrer nos appareils mobiles. La sauvegarde, très important. Donc, sauvegarde pas sur clé USB ou des choses comme ça, mais il faut tout le temps avoir un réflexe de sauvegarde, c'est-à-dire Allô, Mehdi. Alors, on a peut-être perdu Mehdi, excusez-nous. On va bien sûr tout de suite le faire remonter. Alors, je ne l'ai plus pour le moment dans les personnes présentes. Voilà, il revient. il y a un petit souci de connexion, je suis de retour. Ah, tu nous entends, Mehdi? Oui, je vous entends. Oui. Alors, je refais mon partage d'écran, excusez-moi. Oui, pas de problème. Voilà. Bien. Alors, pour anticiper donc la perte, donc on va privilégier le chiffrement et le sauvegarde. Voilà. Donc, le slide suivant va nous permettre. Donc, si tu peux juste mettre en plein écran. Alors, donc surtout, donc ce qui est important quand on est en général dans les transports, il faut faire attention à nos appareils mobiles. Donc, il faut rester proche de son matériel, éviter surtout en général, d'entrer nos mots de passe ou moi, je le vois régulièrement, notamment dans les aéroports. Des fois, on peut lire en fait des données un peu confidentielles. Voilà. Donc, on passe au slide suivant, la pratique 6. Donc, toujours la pratique 5. Donc, que ce soit qu'on ait un ordinateur qui utilise en fait un système d'exploitation Windows, un Mac ou bien un Linux, aujourd'hui, Windows notamment, il propose des outils qui permettent d'avoir le chiffrement. Autrement, on peut utiliser des outils open source comme TrueCrypt par exemple. Donc, sur macOS, il y a un outil donc intégré qui permet de faire ça. Sur Linux, alors là, il y a vraiment un paquet d'utilitaires qui permettent de crypter les données. Et on peut aller plus loin, on peut nous-mêmes générer notre propre clé de chiffrement. Voilà, donc on va passer donc au slide suivant. Donc là, on va plus parler de ce qu'on appelle le contrôle d'accès. Donc le contrôle d'accès, c'est quoi? Ce sont des mesures qui permettent justement de nous authentifier nous
et de permettre justement qu'il n'y a que nous qui accédons à nos données et non pas une personne tierce. Voilà. Donc, quand on parle d'authentification, en général, on pense directement au mot de passe. C'est le standard actuel. Pardon, donc ça c'est un peu en anglais, mais je vais vous expliquer un peu en fait de quoi on parle. Alors, le mot de passe en général, bon, aujourd'hui, quand vous êtes en train de choisir votre mot de passe, je suis quasiment sûr que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que je dois choisir? OK? Et d'ailleurs, des fois, on entend, il faut choisir un mot de passe complexe. C'est quoi un mot de passe complexe? Et pourquoi d'ailleurs on va demander un mot de passe complexe? Eh bien, la réponse, elle est très simple. Alors, on est capable aujourd'hui, donc côté malfaiteur entre guillemets, on est capable de deviner un mot de passe. Donc, c'est quoi un deviner? Donc là, admettons, je suis face à un compte sur Facebook, je sais que l'utilisateur il s'appelle Eric ou bien il s'appelle Eric Dupont. Je sais que Eric Dupont il a une adresse email et là maintenant je dois je dois essayer de deviner son mot de passe. Donc, je peux essayer de choisir donc, des combinaisons de mots de passe et ces combinaisons-là, je peux les essayer X temps, X fois, N fois, jusqu'à ce que je tombe sur le bon. Donc, il y a une étude récente, donc là, ce que vous pouvez voir à gauche, qui a été faite sur une conférence leader dans le domaine de la cybersécurité et qui a montré le nombre, en fait, là, on peut voir sur la gauche le nombre de caractères. Là, ça peut aller de 3 jusqu'à 18. Et ensuite, les colonnes qui sont, donc les colonnes d'après, ils parlent, par exemple, les caractéristiques de mots de passe qui sont choisis. Donc, only numbers, c'est juste quand on choisit juste des chiffres. Donc là, si on choisit 3 chiffres, donc il y a des ordinateurs qui permettent de deviner votre mot de passe en un rien de temps. Donc, en quelques secondes, on peut deviner votre mot de passe. Et là, on peut aller plus loin. Quand on choisit donc un mot de passe de longueur 3 caractères, que ce soit complexe ou pas, on peut le deviner très rapidement. Donc aujourd'hui, on est capable d'avoir une machine. En fait, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Et on utilise une technique qui s'appelle la brute force. Brute force, c'est quoi? Donc, on va essayer de choisir un mot de passe, l'appliquer, choisir un mot de passe, appliquer et avoir un retour et ainsi de suite. Donc, des itérations jusqu'à ce qu'on trouve le mot de passe. Donc, là, vous pouvez le deviner, on commence à être plus ou moins tranquille à partir de 8 caractères. Donc, de 8 jusqu'à 10 caractères, c'est le nombre de caractères, on va dire, qui doit être privilégié avec une complexité. D'accord? Voilà. Donc là, si vous voulez vous amuser, il y a ce site internet qui est juste à côté, donc à droite. Vous pouvez aller voir. Bien sûr, je vous incite de ne pas utiliser votre propre mot de passe, mais vous pouvez aller vous amuser et choisir, par exemple, mot de passe mon chat, mon chien, et voir combien de temps pourra être prérequis pour casser votre mot de passe. Et là, vous serez amusé comment vous allez essayer d'acquérir un réflexe, comment choisir un mot de passe complexe. Voilà. Donc, du coup, on va passer au suivant. Voilà. Donc, l'utilisation d'un mot de passe qui soit robuste, personnel et différent en fonction des usages. Donc, comme je l'avais expliqué, donc là, on résume. La composition de mots de passe doit être en fait basée sur plusieurs types de caractères. La longueur, elle est importante, entre 8 et 10 caractères. Et ça ne doit pas être facile à deviner. Donc, bien sûr, on ne va pas dire, mon chien que j'aime ou un truc comme ça. Donc, on va essayer un peu d'éviter les mots de passe qui sont, on va dire, évidents. Et surtout, il y a quelque chose qu'on appelle les dictionnaires. C'est quoi les dictionnaires? Donc, il y a régulièrement des hackers sympathiques. Il n'y a pas que des hackers qui sont méchants, mais il y a des hackers qui vont essayer de publier les mots de passe qui ont été volés. Ils vont les deviner et ils vont les publier. Et régulièrement, en général, au mois de décembre, on va publier donc les 100 mots de passe les plus utilisés dans le monde.
Donc là, on est tout le temps amusé de voir, il y a toujours des gens qui choisissent 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a toujours des gens qui choisissent je t'aime, je ne sais pas quoi, je suis heureux, I love you, je ne sais pas quoi. Il y a tout le temps et régulièrement. Donc là, les 20 premières, les 20, donc les top 20, on a toujours des choses qui sont plus ou moins rigolotes. Oui, d'ailleurs, il me semble qu'il y a une année, le mot de passe le plus utilisé était justement mot de passe, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée en termes de protection. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, il faut tout le temps se mettre en tête qu'il y a déjà des dictionnaires qui existent et ces dictionnaires-là, ils sont utilisés par les hackers et c'est comme ça que les hackers, ils accèdent tout simplement au compte d'utilisateurs parce que justement, ils sont tout le temps capables de trouver dans un dictionnaire un mot de passe qui a déjà été utilisé. Donc, vous pouvez aussi aller vérifier si votre mot de passe favori, entre guillemets, il n'a pas déjà été cassé depuis quelques années. Ah, je pense qu'on a à nouveau perdu Mehdi, excusez-nous. Hein, je vais tout de suite aller le rejeter. Mehdi, tu es là? Alors, petit problème de connexion. Voilà, effectivement, Mehdi a perdu sa connexion. Je vais rechercher tout de suite. Excusez-nous. Désolé, je ne sais pas ce qui se passe avec la connexion ce matin. Oui. Tu nous entends, Mehdi? Très bien. On peut continuer. Alors, très bien. J'ai à faire le partage d'écran. Allez, on t'écoute. Bien. Alors, il faut privilégier ce qu'on appelle donc le mot de passe, le passe-phrase, qui consiste en fait, je vais vous expliquer après comment on peut composer d'une manière très très simple. Donc, la recommandation numéro 2, c'est essayer tout le temps de séparer les mots de passe, donc ne pas utiliser les mots de passe pour le même propos, en fait, professionnel, privé, banque. La raison, elle est très simple. Si jamais notre mot de passe il a été cassé une fois, dans ce cas-là, le hacker ou bien le malfaiteur, il va l'utiliser sur tous vos comptes et il va avoir accès à tous vos comptes, tout simplement. Alors, ne pas partager le mot de passe, même pas avec notre épouse ou bien notre époux ou bien notre copain ou copine, c'est très important. Ou bien le partager et après le changer. Changer le mot de passe en même temps que votre brosse à dents. Donc ça, c'est important. Régulièrement changer le mot de passe, maximum une fois par an, enfin voilà, tous les mois, enfin tous les 6 mois, en fait. En cas de compromission, on doit changer le mot de passe sans attendre et éviter les navigateurs qui enregistrent vos mots de passe. Voilà, ça, c'est une pratique qu'on voit régulièrement. Il y a des logiciels qui permettent justement de sauvegarder vos mots de passe. Ça, on peut l'utiliser, mais par contre, enfin, voilà, les navigateurs, je vais vous expliquer après pourquoi, mais voilà, on va éviter ça. Donc, un exemple simple, là pour le mot de passe, un exemple, les poulpes se mouillent parfois, point d'exclamation. Ça, donc on voit en termes de longueur, il est assez lent, il est complexe. Après, deuxième exemple, la baguette, c'est la reine. Par exemple, c'est un deuxième exemple, c'est un peu rigolo, mais voilà, vous pouvez voir comment on peut utiliser en fait une phrase en tant que mot de passe.
Ça a le mérite d'être facilement mémorisable. Oui, absolument, absolument. Ouais. Donc, en fait, un mot de passe se compose. En fait, il faut réfléchir sur un mot de passe. Il y a plein de possibilités, il y a plein de manières, mais il faut tout le temps essayer de privilégier quelque chose ou une réflexion. Et voilà, donc une phrase, ça peut être sympa. Alors, l'authentification, elle protège les données. Donc là, authentification pour définir ce que c'est. On arrive sur donc on ouvre notre session. Il faut renseigner un nom d'utilisateur, un mot de passe pour confirmer que c'est bien nous qui avons accès et non pas un étranger ou quelqu'un qui ne connaît pas notre compte. Donc, en général, l'authentification, elle est basée, il y a le concept qu'on appelle authentification simple ou faible et authentification forte. La différence entre les deux, c'est quoi? L'authentification simple, elle est basée sur un seul élément. Régulièrement, c'est ce qu'on utilise, c'est le plus courant, c'est le mot de passe. Ou bien l'authentification forte, et là, on utilise deux facteurs, au minimum deux facteurs, deux voire trois facteurs. C'est par exemple un mot de passe et puis après on reçoit un SMS. C'est le concept de quelque chose qu'on est, quelque chose qu'on a, quelque chose qu'on connaît. C'est ça les trois facteurs. Quelque chose qu'on est, quelque chose qu'on a, quelque chose qu'on connaît. Voilà, donc c'est ça, au moins deux facteurs parmi ces trois facteurs-là. Voilà. Alors, donc, on passe à la pratique 7 et je crois que nous tous, on utilise régulièrement beaucoup de médias amovibles. Je prends des exemples, des clés USB, des disques externes, des fois même notre smartphone. Je crois que, Jimmy, on a une question de la part de Séverine. Comment faire si on a déjà enregistré ses mots de passe sur son navigateur? Alors, je suppose que la question, elle va dans la direction si on avait déjà utilisé nos mots de passe sur notre navigateur et on ne souhaite plus l'utiliser. Si c'est ça la question, c'est simple. Ben, voilà. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que déjà, il faut se poser la question si on utilise des outils, si on souhaiterait utiliser un outil pour sauvegarder tous nos mots de passe, il y a un outil, par exemple, pour en citer un, il y a un outil qui s'appelle KeePass. KeePass, il permet de sauvegarder tous les mots de passe. Voilà. Donc, du coup, il faut sauvegarder les mots de passe quelque part et du coup, les supprimer sur le navigateur. D'accord. Selon toi, les outils comme celui que tu viens de citer est plus performant en termes de protection que le fait de le mettre sur les navigateurs qui peut se poser problème? Alors, l'idéal, ça serait de mémoriser les mots de passe. Ça, c'est le plus simple. Voilà, donc ça, c'est le plus simple. En revanche, si on n'est pas capable de faire ça, donc il faut favoriser un outil. Donc le navigateur, le problème, c'est qu'un navigateur, il est accessible par beaucoup de sites web. Il utilise des cookies, il utilise plein de choses. En fait, un navigateur, c'est une plateforme qui est utilisée par plein d'outils. Et c'est très difficile de sécuriser son navigateur à 100%. Pourquoi? Parce que on est contraint à donner accès, à minimiser la sécurité de notre navigateur pour justement permettre pour être capable d'utiliser des outils comme par exemple le live stream qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, si on souhaiterait utiliser notre navigateur pour YouTube, pour Facebook, etc., on doit minimiser la sécurité et donc du coup donner accès à plein de composants du navigateur et donc du coup on ne maîtrise pas la sécurité de notre navigateur si on souhaiterait utiliser les moyens classiques des outils classiques de tous les jours. Voilà. Alors, justement, on rebondit sur le navigateur. Donc le navigateur, il donne accès à Internet et donc c'est un outil très important, crucial, mais surtout il permet de donner accès à Internet. Et donc, comme j'avais expliqué après, donc on va voir pourquoi un navigateur, il est composé de plein de choses.
il contient beaucoup d'informations, on ne le sait pas. Donc là, on va se poser la question, quelle donnée est sauvegardée sur le navigateur? Du coup, on va passer au slide suivant. Alors, que conserve le navigateur? Donc, il conserve plein de choses comme les pages visitées, comme des saisie de recherche. Par exemple, sur Chrome, Chrome, il le fait d'une manière, on va dire, entre guillemets, par défaut. Il enregistre beaucoup de choses. Les mots de passe, mais cryptés. Donc, les mots de passe, ils sont enregistrés, mais cryptés. Des cookies, des fichiers temporaires, la liste de téléchargement. Mais là, ce sont quelques exemples. Bon, la liste, elle est un peu plus longue que ça. Et très, très important, donc, un navigateur, il est accessible par beaucoup de sites web. Beaucoup de composantes, en fait, est accessible. Beaucoup de composantes d'un navigateur est accessible par des sites web. Et c'est pour ça que c'est très, très important de se poser la question qu'est-ce qu'on fait avec nos données une fois qu'ils sont sauvegardés sur le navigateur. Alors, quelques exemples de navigateurs. On connaît Chrome, Mozilla, Internet Explorer, qui va être d'ailleurs abandonné en 2022. Voilà, donc du coup, il y a pas mal de navigateurs. Donc ça, c'est les plus classiques, mais il y en a d'autres hein, moins classiques. Mais ils ont en commun, ils sont très gourmands en termes de API, en termes de technologie. Et du coup, comme je vous l'avais expliqué, si on souhaiterait utiliser les outils de tous les jours, les réseaux sociaux, des outils comme, voilà, je sais pas moi, sncf.fr, tout ça. Donc, en général, ces sites-là, par défaut, ils vont demander accès, ils vont demander à minimiser la sécurité. Et donc, du coup, c'est très difficile de gérer, d'augmenter la sécurité des navigateurs. Autrement, on ne peut pas utiliser les outils classiques et les sites web standards qu'on utilise tous les jours. D'accord. Dis-moi, Mehdi, question peut-être un peu idiote, mais je suis là aussi pour ça. Est-ce qu'il y a une différence de niveau au niveau des différents navigateurs? Est-ce que d'une certaine façon, il n'y en a pas un qui serait plus sécurisé, peut-être avec des outils qui permettent d'éviter peut-être quelques types d'attaques, ou est-ce que finalement, non, les navigateurs sont pas spécifiquement là pour nous protéger et donc il faut vraiment qu'on s'outille avec des outils type antivirus ou firewall? Alors, donc, ça rejoint un peu la question d'Hervé qui a posé la question, y a-t-il des navigateurs mieux sécurisés que d'autres? Alors, donc, la réponse, elle est plus ou moins, elle est complexe, je vais essayer de simplifier. En général, un navigateur, il est là pour en fait répondre à une requête de recherche. Donc, cette requête de recherche, donc, une fois qu'on a une requête de recherche, il y a une indexation sur en fait, plein de sites derrière tout ça. Donc, en gros, pour que l'indexation soit optimale et pour que le temps de réponse il soit optimisé, donc le navigateur, il a tendance pour améliorer à chaque fois l'expérience d'utilisateur, il a tendance, on va dire, d'enregistrer le comportement d'utilisateur pour que aujourd'hui il y a une requête pour accéder à yahoo.fr. Si une heure après il y a la même requête, du coup il va utiliser le même routing. Donc du coup il a tendance en fait à enregistrer beaucoup de données. En fait, du coup, on a un petit dilemme. Est-ce que on va enregistrer l'expérience utilisateur pour optimiser le temps de réponse, ou bien on va ne pas enregistrer et du coup, on va impacter le temps de réponse. Donc, en quelques termes, en quelques mots, pour simplifier, oui, bien sûr, il y a des navigateurs qui sont par défaut. Il y a par exemple un navigateur français qui s'appelle Quant. Il est vraiment très respecté. Il y a un autre navigateur qui s'appelle DuckDuckGo. Voilà, ce sont des navigateurs, pour en citer deux, qui sont vraiment, en termes de sécurité, mieux que Google, mieux que Chrome, par exemple. En revanche, on peut voir que leur indexation
et le résultat, la qualité de résultat, si on la compare avec Google, c'est pas la même chose. D'accord? Donc, il y a bien sûr donc, il y a la réputation de quelques navigateurs qui sont, en termes de cybersécurité, en termes de sécurité des données personnelles, ils sont beaucoup plus robustes, mais en revanche, ça impacte un peu voilà, le temps de réponse. D'accord. Donc, il faut arbitrer entre, si je te suis, hein, il faut arbitrer entre augmenter la sécurité ou avoir un algorithme de recherche qui va être performant et qui va pouvoir répondre mieux à ce qu'on souhaite trouver sur le net. Absolument, c'est ça. Voilà, donc là, il y a lui qui dit toujours faire les mises à jour. Aussi, Firefox est réputé plus respectueux de la vie privée. Oui, je suis d'accord avec vous, lui. C'est le cas. C'est le cas. Donc oui, les mises à jour, il faut tout le temps les faire. On va en parler justement euh, sur la pratique 8. Alors, les navigateurs, ils sont donc en fait les éditeurs de navigation, navigateurs plutôt, ils sont soucieux que ce soit donc l'optimisation de leur algorithme et aussi de la sécurité. Donc, ils ont tout le temps des mises à jour. Moi, je vous incite de faire ces mises à jour automatiquement, comme ça, vous n'êtes pas embêté. Autre chose, donc un navigateur utilise des fois, vous utilisez des plugins ou bien des extensions. Il faut pareil, il faut leur faire les mises à jour assez rapidement, régulièrement. Ne pas oublier qu'il y a une navigation privée. Si vous souhaitez en fait, que votre navigation, donc en fait, tous les métadatas, on appelle ça métadata, en fait, quand vous naviguez sur plusieurs sites, vous générez beaucoup de données, métadonnées. Ces métadonnées-là, ils sont souvent stockés sur votre navigateur. Si vous voulez faire de sorte que vous êtes dans une bulle et vous allez vraiment faire votre navigation sans que le navigateur sauvegarde votre comportement, vous pouvez activer la navigation en privé. Navigation privée ne veut pas dire, attention, que vous n'allez pas laisser de traces sur Internet. Non, 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 non. C'est juste, il y a les métadonnées qui ne seront pas sauvegardées. Donc, en fait, les modules complémentaires, il y a des fois des JavaScript, en fait, des codes en JavaScript qui pourraient être malicieux, qui pourraient faire des choses un peu à votre insu. Donc, du coup, il y a un add-on qui s'appelle NoScript qui peut être utilisé, qui peut justement surveiller donc en background, surveiller tous les scripts qui sont en cours. Donc, voilà les pratiques à risque, on les connaît tous, hein, téléchargement illicite, tout ça. Ça, c'est un piège. Il faut faire gaffe quand on est dans ce genre d'endroit. Il faut faire vraiment attention. Donc, pareil, donc ça c'est vraiment une bonne pratique pour tout le monde. Il faut tout le temps éviter d'utiliser votre machine en tant qu'administrateur. Donc, privilégier plutôt une profession en tant qu'un utilisateur normal. Alors, pareil, donc les téléchargements, il faut faire gaffe. Donc privilégier donc, tout ce qui est antivirus en temps réel. Ça permet tout le temps d'avoir un peu votre couche applicative. En fait, tout ce qui est le navigateur, tout le temps en train d'être scanné par antivirus. Voilà. Donc, on va passer au stade suivant. Alors, donc, je pense que ça, c'est quelque chose de basique, mais je souhaiterais quand même dire deux mots là-dessus. Une fois qu'on est en train de faire un achat en ligne, et ça, on fait attention, surtout sur les Black Fridays. Moi, on voit beaucoup de cyberattaques pendant les Black Fridays. Pourquoi? Parce que des fois, on oublie les réflexes basiques. Donc, on va tout le temps essayer de voir si le site web utilise le TLS, HTTPS, enfin voilà, il y a un certificat derrière. Et on peut aussi s'amuser de vérifier si le certificat est valide ou pas. Donc, des fois, on peut voir que le certificat est bidon. Voilà. Mais aujourd'hui, pas mal de navigateurs, notamment Mozilla, ils proposent voilà. Donc, je crois Mozilla, aujourd'hui, peut même bloquer carrément le site quand il n'utilise pas un certificat valide. Quand on fait des achats en ligne, attention,
On va faire sur des entreprises connues, pas des choses qu'on ne connaît pas. Et si jamais on a un doute, pourquoi pas prendre un numéro de téléphone de leur service après-vente ou quelque chose comme ça, ou un email, et prendre le téléphone et appeler. Donc, ce sont des choses comme ça, vite, rapides à faire, mais c'est important. Voilà, par exemple, je répète, donc en Black Friday, c'est vraiment, on voit beaucoup, beaucoup de fraude. Justement, pourquoi? Parce qu'on est juste attiré par les promotions, mais on oublie les choses basiques qu'il faut vérifier. Voilà, donc on passe, le temps passe et on va essayer d'aller plus vite maintenant pour vous donner la chance de poser vos questions. Alors, donc les emails, c'est très important. Juste, j'ouvre des parenthèses. Certainement, vous avez tous entendu parler de la ransomware et on a eu l'occasion à la première session de parler de ça d'une manière plus intense qu'aujourd'hui. Mais 80% d'attaques ransomware, euh, elles sont donc faites via le vecteur email. Donc, c'est très très important de faire gaffe, de savoir qu'un email, quand on le reçoit, il y a tellement de choses qu'il faut vérifier avant de interagir avec la personne qui vous a envoyé l'email. Donc, par exemple, quelles sont les fraudes les plus courantes? Donc, il y a ce qu'on appelle le drive-by download. C'est quoi? Il y a un message qui contient typiquement un lien frauduleux. Donc, ça, c'est très, très important. Des fois même, on ne voit pas le lien, on voit juste un mot souligné en bleu. Donc, on clique dessus et là, on est déjà bon. Donc, on a déjà des soucis. Des fois, on peut demander des informations confidentielles. Là, on voit le cas de figure très classique. C'est Windows qui nous envoie un email pour nous demander des informations. Donc là, on est capable d'envoyer des emails qui sont très jolis, qui apparaissent comme légitimes, alors que derrière, en fait, l'email, il est vraiment frauduleux. Et il faut faire attention, il faut tout le temps avoir un mindset, une réflexion, et il faut tout le temps se poser les bonnes questions et on ne fait pas confiance à un email quand on le reçoit, on va se poser des questions même les plus basiques. Canular, donc ça je le vois régulièrement, il y a cette fraude très connue. Voilà, un beau matin, on reçoit un email de la part de notre PDG. On se sent très honoré. On dit oh, le PDG de mon entreprise m'envoie un email, oh, super. Il me demande de faire quelque chose d'assez rapide. Et là, je suis content. Je dis ben, je rends service à mon PDG. Et alors là, on se fait arnaquer. Il faut faire attention à cela. En général, si votre PDG, surtout si vous travaillez dans une grande entreprise, vous envoie un email, euh, voilà, je ne sais pas, moi je me poserai la question. Voilà. Oui, alors juste deux petites remarques là-dessus, et je parle sous ton contrôle bien entendu, mais lorsque tu parles effectivement de mails qui nous incitent à faire avoir un comportement comme par exemple bien évidemment mettre notre numéro de carte bleue, etc. Déjà, c'est pas des pratiques habituelles de part des entreprises, on va dire classiques comme la banque, etc. Donc il faut quand même nous mettre en alerte par rapport à ça. Et puis tout simplement en regardant l'adresse mail de la personne qui nous a envoyé le mail en question, souvent on se rend compte que c'est pas du tout la bonne adresse. Et donc, ça doit effectivement nous aiguiller. Et concernant les canulars, effectivement, il y a des exemples assez connus dans la région, et notamment, il faut faire attention pendant les périodes de vacances, quand justement le directeur général ou directeur financier il n'est pas présent. C'est-à-dire que ça aussi, ça doit nous mettre en alerte. En toute logique, le directeur financier, le directeur général n'envoie pas de mail pendant ses congés, nous demandant justement de faire, par exemple, une transaction financière ou de ce genre de choses. Donc, c'est sur ces points-là où, oui, effectivement, il faut. C'est du bon sens hein, quand je le dis, mais il faut quand même faire attention. Oui, c'est ça. Euh, je rebondis sur une remarque, Jimmy. Tu as dit on fait attention à l'email. Je souhaiterais quand même souligner qu'on est capable de générer des emails valides. C'est-à-dire que il y a des outils très très simples, des moyens très très simples d'envoyer. Donc, on est capable d'envoyer un email légitime. C'est-à-dire que moi, je peux recevoir un email de la part de Philippe. Je ne sais pas moi, Dupont. Ah, je pense qu'on t'a perdu, Mehdi, une nouvelle fois. Donc, hop, je vais arrêter le partage pour venir te rechercher. Voilà. Tu m'entends? Non. Donc, hop, petite manipulation.
Voilà. Ah, excusez-nous. Pour le moment, j'ai du mal à récupérer Mehdi. Désolé, je ne sais pas ce qui se passe avec mon Internet aujourd'hui. Désolé, donc je suis de retour. Euh, alors, donc, ce que je disais, c'est que des fois, on arrive quand même à envoyer des emails ou bien recevoir des emails qui peuvent donc apparaître en fait légitimes, donc de la part de. Donc, un email peut être valide donc, avec un nom de domaine d'entreprise connue, alors que derrière, en fait, le contenu peut être douteux. Donc, c'est pour ça que, de un, on va vérifier on va dire, l'adresse email de la personne qui nous a contactés. Mais il faut savoir que. Eh bien, décidément. Mehdi nous rejoint. Hein. Très bien. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, oui, voilà. Donc, on peut passer donc, au slide suivant. Oui. Alors, je refais mon partage d'écran. D'accord, très bien. On va vite passer aux questions ensuite, Mehdi, si tu veux Oui, bien. Peut-être que ça permettra aussi oui, bien sûr. de Bien sûr. connexion. Oui, bien sûr. Donc, du coup, voilà. Donc, ce que je voulais dire, donc, c'est par rapport aux emails. Donc, il faut faire attention euh, à la personne qui envoie l'email. Donc, voilà. Donc, l'email. Est-ce qu'on connaît la personne? Et après, donc, du coup, le contenu aussi. Donc, quelles sont les bonnes pratiques? Avant de cliquer, on peut passer la souris et voir l'adresse de l'URL. Ne jamais répondre à une demande d'information confidentielle. Donc, c'est le fameux phishing. Ne jamais cliquer sur des liens dont les origines sont douteuses. Et pareil, donc là, c'est pas parce qu'on reçoit un email de la part de sfr.com ou que sais-je que c'est vraiment la bonne personne qui nous envoie un email. Donc tout le temps, il faut avoir un doute par rapport à cela et se comporter avec une méfiance. Voilà. Donc, les pièces jointes, c'est très, très important. Normalement, en entreprise, on a tous des anti-spam et on a tous un anti-spam qui est fonctionnel. En général, les grandes entreprises et les petites aussi, ils ont un mécanisme de sécurité des emails, mais quand même, des fois, donc là, on voit les derniers chiffres, on arrive quand même à infiltrer les réseaux par des moyens de contourner les mesures de sécurité. Donc, c'est pour ça, tout le temps, il faut se poser les bonnes questions. Alors, on peut passer donc du coup au slide suivant. Voilà. Alors, euh, donc ça c'est très important. Il y a une cyberattaque, vous êtes infecté. Qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, premièrement, quels sont les signes? Quels sont les signes qui pourraient mettre le doute et nous dire, bah voilà, attention, on a un problème. Donc, premier signe, c'est
on sent une lenteur sur notre système. Voilà, une lenteur, voire blocage total. Donc, on a du mal un peu à interagir avec notre système. Donc là, c'est voilà, douteux. Deuxièmement, c'est le truc classique, on voit plusieurs fenêtres s'ouvrir. Voilà, ça, c'est vraiment, s'il y a quelque chose qui est absolument expressif, c'est on voit beaucoup de fenêtres s'ouvrir. Deuxièmement, il y a le pare-feu qui devient bavard, qui envoie beaucoup de signes, qui envoie beaucoup de notifications, c'est-à-dire qu'il est en train de détecter pas mal de choses. Voilà, donc pareil, on voit notre barre de menu tout en bas, on la voit apparaître, disparaître, ça aussi c'est pareil, donc il y a quelque chose qui est bizarre. Le système lui-même, donc quand on accède un peu aux librairies de notre système, lui aussi il commence à perdre la tête et on voit des messages d'erreur récurrentes. Voilà. Il arrive souvent aussi de voir une fois, quand une cyberattaque, et on l'a déjà vu, a été faite avec beaucoup de succès, souvent les malfaiteurs, ils peuvent laisser des traces. Ces traces-là, on peut les trouver sous format de fichiers inconnus sur notre poste de travail ou bien un endroit dans notre répertoire. On pourrait aussi voir quand on est un peu plus avancé on est un peu orienté informatique, on peut voir dans les rapports d'antivirus des choses un peu bizarres, un comportement en fait étrange. Surtout, pareil, donc la mémoire, hein, donc on voit la mémoire, ça revient un peu au premier point, blocage de l'ordinateur. Il y a en fait une consommation en termes de mémoire, en termes de processeur, en termes de réseau. Et l'activité réseau. Donc là, ça revient un peu aux ressources du système qui deviennent un peu voilà, excessives. Voilà. Donc, alors, quoi faire dans ce cas-là? Donc, très, très important, surtout aujourd'hui, avec la cyber-menace qui est prédominante aujourd'hui sur notre écosystème, c'est la ransomware. Donc, quand on a un soupçon qu'il y a une attaque, la première chose qu'on fait, on fait l'isolation. Le premier réflexe, on isole le système, c'est-à-dire quoi? On débranche notre système du réseau. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait Ah, on a perdu Mehdi. Hop, je vais faire la petite manipulation habituelle, excusez-nous encore une fois. Voilà. Je suis vraiment désolé hein, par rapport à Internet, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Alors, je remets Oui, ça marche. Donc, du coup, je disais, l'isolation du système, c'est le premier réflexe. Deuxièmement, si on a la possibilité, dans ce cas-là, de se dire, bah, voilà, on a donc une archive ou bien un backup. Donc, voilà, donc on va essayer de stocker et sauvegarder les données qu'on a, si ce n'est pas encore fait. Donc, si en tout cas, donc voilà, donc vérifier l'intégrité du cœur de Windows avec des rootkits. Donc dans ce cas-là, on peut faire un scan de notre système avec des outils qu'on trouve. Donc en fait, ce sont des outils open source. Donc on peut faire ça. Bon voilà, ça demande par contre un petit peu de connaissances informatiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand il y a des processeurs
malicieux, on peut les voir, mais dans ce cas-là, il faut juste utiliser les bons outils pour ça. Vérifier les programmes lancés automatiquement au démarrage. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut vérifier aussi sur Windows ou bien aussi sur n'importe quel système d'exploitation. TCP View ou bien n'importe quel autre outil, pareil, donc ça demande un petit peu d'expertise en informatique. Ça permet un peu de voir le trafic réseau et l'analyser et voir un peu qu'est-ce qui se passe, avec quel service extérieur mon système est en train de communiquer. Et voilà, donc du coup, voilà. Ensuite, très très important, si notre système, si moi je suis connecté sur mon système en tant qu'administrateur et je sens que mon ordinateur a été infecté, donc moi personnellement je recommande de réinstaller l'ordinateur. Pourquoi? Parce que en général, il y a eu déjà pas mal de mal qui a été fait, comme par exemple la chose la plus impactante, on peut avoir une usurpation de notre adresse IP. En général, notre ordinateur peut être zombie, donc il peut être utilisé en tant que zombie. On a perdu Mehdi. Mehdi, tu es là? Non. Alors, je vais rechercher. Où est-il? Me voilà, et je crois qu'on a atteint le dernier slide. Oui, j'allais te proposer justement effectivement de passer aux questions. Oui. Moi j'en ai une tout de suite. Tout à l'heure, tu me disais que les ordinateurs maintenant étaient munis de systèmes comment dire, aide-moi, pardon? Chiffrement. De chiffrement, merci. Oui. Comment je peux le savoir ça? Est-ce que tous les ordinateurs, est-ce que c'est le cas pour tous les ordinateurs, ou est-ce que au final c'est que les ordinateurs les plus performants, et comment je peux le savoir? Oui, alors ça ne dépend pas de l'ordinateur, ça dépend du système d'exploitation. Donc là, si on parle des derniers systèmes d'exploitation Windows, ils sont tous équipés de possibilités. Donc là, comment on fait? On va aller directement sur notre poste de travail, on va aller voir dans notre drive, et il suffit de faire un clic droit sur notre disque interne, et là, ça va te permettre justement de voir l'option chiffrement, et là, on peut chiffrer notre disque dur. Voilà. Et Pardon, donc là, si on parle de macOS, par défaut, ils ont justement leur drive. Il y a l'option aussi. Par contre, Linux, donc là, c'est un outil qu'on peut avoir, mais c'est accessible. Linux, il y a justement une multitude de possibilités de chiffrer. Ok, j'en profite pour répondre à différentes questions dans le chat. Moi, j'ai aussi une question. Lorsque je fais justement une mise à jour de mon système d'exploitation, Oui. j'ai souvent mon antivirus derrière qui se met en route. C'est normal, ça? Il s'affole un petit peu, il m'envoie des messages comme quoi, manifestement, il y aurait peut-être des virus. Est-ce que c'est logique, puisque finalement, la mise à jour de mon système d'exploitation fait qu'il y a des nouveaux codes, et donc, effectivement, mon antivirus ne se reconnaît pas facilement, ou est-ce que je dois quand même m'inquiéter par rapport à ce type de situation? Difficile de répondre à cette question. Il faut voir quel type de notification l'antivirus envoie. Donc moi, je ne peux pas répondre comme ça. Il me faut plus de données. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que en général, les mises à jour de systèmes d'exploitation, les mises à jour d'antivirus, ils vont un peu dans la même direction. C'est-à-dire qu'en général, un antivirus, il base un peu son fonctionnement sur ce qu'on appelle les patterns ou bien les signatures. Et en fait,
souvent, un antivirus, il a besoin de voir, en fait, il fonctionne sur une base de signature. Et quand il voit un nouveau comportement, il peut remonter ça en tant que trafic malicieux et ça pourrait être la cause. Mais voilà, donc il me faut plus d'informations pour que je puisse répondre. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de la charte informatique. Il y a souvent des questions, tu sais, par rapport à cette frontière entre professionnel et personnel, et notamment le fait que si moi j'utilise, par exemple, je suis salarié d'une entreprise, j'utilise mon ordinateur 5 minutes pour aller sur un site à titre perso. Oui. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment de, de faire en sorte que les salariés évitent ce type de pratique, ou est-ce qu'il y a quand même une tolérance qu'on peut envisager? Et que dit la loi par rapport à ça? Alors, donc on va commencer par la loi et on va commencer par la loi. On va faire la pyramide en fait de la loi employeur-employé. Donc, la loi aujourd'hui, elle est dominante, c'est-à-dire que le RGPD, il est venu pour renforcer le droit d'utilisateur et la loi, elle parle d'elle-même. Aujourd'hui, il y a en fait l'individu, vous et moi, nous sommes aujourd'hui, nous avons notre droit et nos données personnelles, comme notre adresse IP, c'est une donnée personnelle, il y a tout le temps ce concept de consentement, c'est-à-dire que mon employeur, s'il est en train de faire une supervision ou bien une surveillance de mon comportement pour voir si je travaille ou pas, sur quel site j'ai été ou pas, il doit me renseigner et je dois signer un consentement. Donc la RGPD, elle est claire sur ça. Donc il faut clairement informer les employés, donc les collaborateurs, il faut leur dire, bon voilà, sur votre charte, donc sur la charte, sur le contrat, attention, nous sommes capables ou nous allons régulièrement donc regarder votre activité sur le web. Okay. Et donc, l'employé, il est consentant. Donc, il va signer et donc, du coup, il donne l'autorisation à l'employeur de régulièrement vérifier son comportement. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, sur la charte informatique d'une entreprise, on va préciser c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par professionnel et qu'est-ce qu'on entend par pas professionnel. Donc, moi, ce que je vois régulièrement, c'est que là, en fait, d'aller sur Facebook, en fait, ça devient quelque chose de pas interdit. Pourquoi? Parce que les entreprises, en général, considèrent ça comme ça fait partie de notre vie de tous les jours. Maintenant, aujourd'hui, clairement, aujourd'hui, il faut coopérer un peu avec. En fait, le poste de travail aujourd'hui a changé de dimension. Et on parle aujourd'hui d'aller sécuriser la donnée elle-même et après donner l'accès un peu aux employés de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller sur Internet, ils peuvent donc aujourd'hui aller sur Facebook, aller sur les réseaux sociaux. Ça fait partie du travail. En quelque sorte, aujourd'hui, ça fait partie du travail. Parce qu'il y a pas mal de contenu, il y a pas mal aujourd'hui on peut travailler tout en étant sur Facebook. Si on travaille, je pense aux personnes qui sont dans le marketing, aux personnes qui sont dans voilà. Donc, en fait, ça dépend un peu du profil de l'entreprise. Et ça, ce sont des choses qui doivent être écrites noir sur blanc. Et ça permet justement à l'entreprise de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est professionnel, qu'est-ce qui n'est pas professionnel. Et en fonction de ça, il faut mettre en place après des mesures de sécurité pour limiter justement l'utilisation des choses qui sont en fait définies comme pas professionnelles. Ok. L'important, c'est surtout d'avoir une réflexion là-dessus et puis d'écrire les choses, quoi, pour que l'ensemble des salariés puissent avoir une connaissance effectivement des us et coutumes ou des usages ou de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. En tout cas, juste un mot de la fin sur ça. Oui. En fait, s'il y a des employeurs ici dans notre audience, donc eux, ils doivent tout le temps informer et sensibiliser les collaborateurs. Et puis, s'il y a des personnes qui sont employées dans des entreprises, il faut être au courant
des règles internes de l'entreprise. Donc voilà, ce sont des deux choses importantes à savoir. Ok, très bien. Mehdi, je te propose qu'on conclue là-dessus. On a déjà dépassé le temps. On remercie encore une fois l'ensemble des personnes qui nous ont suivis, qui nous ont posé des questions par rapport à ce nouveau webinaire. On s'excuse pour les petites difficultés techniques, ça c'est ce qu'on appelle les aléas du direct, et avec les petits problèmes de connexion sur lesquels malheureusement on n'a pas forcément la main. Personnellement, je vous redonne rendez-vous donc pour un dernier webinaire avant la période estivale qui aura lieu le 1er juillet avec un horaire un peu particulier puisque ce sera à 14 h et on aura l'occasion cette fois-ci d'échanger sur la question des réseaux sociaux et l'utilisation des réseaux sociaux dans l'environnement professionnel. Voilà. Donc, on espère que vous serez nombreux pour ce dernier rendez-vous avant la période estivale. On vous souhaite donc une bonne journée et à bientôt. Bien entendu, l'ensemble de l'enregistrement vous sera envoyé automatiquement par Livestorm et on est à votre disposition si vous souhaitiez effectivement avoir les différents supports qui ont été donc développés par notre intervenant du jour, donc Mehdi, ici présent. Merci à tous et à bientôt. Merci à vous, merci bien. Au revoir, bonne journée. Au revoir.